Bonjour tout le monde. Donc, je remercie la Société marocaine de chirurgie de la main pour cette occasion de présenter un sujet très intéressant qui est la Wallant technique. Donc, je remercie aussi les modérateurs et aussi les participants. Donc, c'est difficile de présenter franchement devant des pionniers de la chirurgie Wallant, de la technique Wallant dans le monde. Donc, le professeur Lalonde et le docteur Appart. Donc, je commence déjà par cette vidéo. Donc, c'était la première vidéo que j'ai vue pour la technique Wallant. C'est une vidéo du professeur Lalonde. Donc, rapidement, donc, j'ai commencé ma série. Donc, sur les réparations des tendons fléchisseurs, en faisant deux dans des différentes zones, des syndromes des canaux carpiens, une maladie des butraines, des mains rhumatoïdes, etc. Donc, par la suite, je suis passé vers la chirurgie des fractures sous Wallant. Donc, c'est la première publication concernant cette technique dans les fractures du membre supérieur. Donc, c'est le fameux Amir Ahmed, qui est un chirurgien de la main en Malaisie, donc, qui a publié un article sur les fractures, l'apport de la Wallant dans les fractures de l'ulna. Donc, ensuite, en 2018, donc, il y avait 3 publications qui sont sorties concernant l'apport de cette technique dans les fractures du radius distal. Donc, il y avait le premier article, c'était de Amir, donc, qui a présenté la technique déjà la première fois donc, que cette technique est faite pour le radius distal. Ensuite, il y avait des articles en Chine et en Taïwan. Ensuite, il a monté un petit peu en haut, donc il a présenté la technique dans les fractures de l'olécrâne. Et en 2020, donc en avril 2020, donc nous avons participé à la littérature par l'apport de cette technique dans l'ostéotomie du radius distal. Ensuite, tout récemment, donc Amir a fait sortir son article dans le Journal of Shoulder Elbow Surgery, c'est un journal américain, sur l'apport de ces techniques dans les fractures de la clavicule. Donc déjà, comment agit donc, le produit Wallant au niveau de l'os pour faire des fractures sur ces techniques? Donc il y a peu d'études qui ont été faites sur l'innervation osseuse. Donc nous avons cette récente étude qui a marqué des récepteurs au niveau de l'os chez le fémur du rat. Donc, il a conclu cette étude pourquoi le périoste, donc, on a une innervation qui est très dense au niveau du périoste, beaucoup plus qu'au niveau de la médulaire, avec une communication entre les deux. Donc, une fois on injecte en sous-périosté, nous avons le produit Wallant qui va passer à travers donc, les canaux transcorticaux pour arriver au niveau du canal médulaire. Donc, nous allons voir l'apport de ces techniques dans les fractures du radius distal traitées par plaque lissée. Nous allons voir le brochage selon Carpentier, la technique dans le calvitie du radius distal, l'ostéosynthèse des fractures des deux avant-bras, l'ostéosynthèse des fractures de l'olécrâne et l'ostéosynthèse des fractures de la clavicule. Donc, la composition du produit Wallant a été déjà dit par le professeur Lalonde. Donc, elle est composée par la lidocaïne 1%, c'est-à-dire l'équivalent de 10 mg par ml. Donc, la lidocaïne, c'est pour l'analgésie. L'épinéphrine 1 pour 100 000, c'est pour l'hémostase. Donc, nous aurons besoin de 1 pour 100 000 pour assurer l'hémostase au niveau du site opératoire. Et on peut utiliser aussi de la bicarbonate de sodium pour minimiser la douleur à l'injection du produit. Et selon Amir, donc, cette bicarbonate de sodium, pour lui, donc ça permet de prolonger l'effet de la lidocaïne. Donc, la dose toxique à ne pas dépasser, comme a été déjà dit par le professeur Lalonde, elle est de 7 mg kg. C'est l'association lidocaïne et épinéphrine, ou bien adrénaline, qui permet d'augmenter le seuil toxique de la lidocaïne. Sinon, pour la lidocaïne seule, donc le seuil toxique, la dose toxique, elle est de 3 à 4 mg par kilo. Donc, chez un patient de poids moyen de 70 kg, la dose toxique pour lui, elle est de 490 mg. C'est l'équivalent de 50 ml de lidocaïne 1%. Alors, si on va utiliser moins de 50 cc de ce produit, voilà, donc on a le droit d'utiliser le 1% de lidocaïne avec le 1% d'épinéphrine. Donc, pour rester loin de la dose toxique.
Alors, si on va utiliser plus que 50 cc, dans les fractures du membre supérieur, c'est rarement qu'on utilise plus que 50%, donc, sauf pour faire les fractures des deux os de l'avant-bras. Sinon, si on va utiliser plus que 50 cc de ce produit, donc on va diluer avec du sérum salé pour avoir 0,5% de lidocaïne avec 1 pour 200 000 d'épinéphrine. Donc, au Maroc, les présentations pharmaceutiques qui sont disponibles, nous avons la lidocaïne 2%, qui est très fréquente dans nos hôpitaux. Nous avons aussi la 1% qui est beaucoup moins fréquente. Et vous pouvez vous demander aussi pour la lidocaïne adrénalinisée qui est de 2%, qui n'est pas optimale pour la technique Wallent parce qu'elle contient 0,125 pour 100 000 d'épinéphrine, ne contient pas la dose recommandée de 1 pour 100 000. Alors, dans notre contexte marocain, comment préparer? Parce qu'on ne dispose pas de préparation qui est prémixée comme en Canada, par exemple, ou bien en France. Donc, nous préparons notre produit Wallent nous-mêmes, donc avec du sérum salé. On prend 25 cc. Donc, pour préparer 50 cc de lidocaïne 1%, donc on prend 25 cc du sérum salé, on prend 25 cc de lidocaïne 2%. On va obtenir 50 cc de lidocaïne 1%. Ensuite, on prépare de l'épinéphrine 1 pour 100 000, parce que la bouteille d'adrénaline qui est disponible au bloc opératoire et dans les réanimations contient 1 pour 1000. Donc, c'est l'équivalent de 1 mg par ml. Donc, pour avoir cette dilution pour 1 pour 100 000, donc, on rajoute 0,5 ml, dont 50 ml de lidocaïne 1% qui est déjà préparé. Donc, au total, on obtiendra 50 cc de lidocaïne 1% et 1 pour 100 000 d'épinéphrine. On va montrer cette petite vidéo, comment je fais la présentation. Pardon. Donc, on prend 25 cc de sérum salé 0,9 pour 1000%, avec une seringue de 60. Vous pouvez utiliser aussi une cupule. On prend aussi 25 cc de lidocaïne 2%. On obtiendra 50 cc de lidocaïne 1%. Et on rajoute de l'adrénaline 1 pour 1000. On rajoute 0,5 ml. Voilà, avec une seringue d'insuline pour être précis. Et on peut rajouter aussi de la bicarbonate de sodium pour minimiser la douleur au site d'injection. Ce qu'on utilise dans le service, donc on utilise donc une seringue de 60 pour prélever la préparation déjà décrite, la seringue de 20 donc pour l'injection parce qu'elle est beaucoup plus maniable, la seringue d'insuline pour prélever l'adrénaline, une aiguille de 27 gouges pour la peau et une aiguille 22 gouges pour arriver à des sites beaucoup plus loin au niveau de l'os. Donc, on va commencer par l'ostéosynthèse des fractures du radius distal. Alors, pour la technique d'injection, c'est une fracture de radius distal traitée par plaque, donc on aura besoin du voie d'abord. Donc, on va injecter au niveau de la voie d'abord. Donc, on injecte selon la technique. Donc, moi, je suis la technique de Amir, la règle de 4-2-4 décrite par Amir. Elle a été expliquée par le docteur Appar tout à l'heure. Donc, on injecte 10 cc de 10 jusqu'à 15 cc en sous-cutané du produit à l'aide d'une aiguille 27 gauche. On obtiendra un territoire cutané, une tuméfaction, ce qui est représenté par le produit en sous-cutané. Ensuite, on passe du côté à la face latérale du radius. Donc, c'est un schéma que j'ai retiré de l'article de Amir qui vous présente sa technique. Donc, on injecte du côté latéral, à la face latérale, 2 cc, à la face antérieure, 4 cc, et à la face postérieure, 4 cc. Donc, c'est la règle de 4-2-4. Donc, il faut savoir qu'il faut rester à ras de l'os, donc en sous-périosté, pour ne pas endommager les structures nobles adjacentes. Vous voyez ici l'artère radiale, il ne faut pas aller un petit peu en avant. Donc, on injecte au niveau de 3 sites, à peu près 3 sites, parfois 4, donc de 30 jusqu'à 40 cc au niveau de la partie latérale. Donc là, c'est une vidéo qui présente la technique d'injection. Donc, c'est une aiguille de 27 gauche. On injecte de proximal en distal pour bloquer et pour ne pas minimiser la douleur. Donc, on obtient un territoire cutané, d'abord pour l'incision. Ensuite, on passe du côté latéral, toujours de proximal en distal. Donc, la partie latérale, 2 cc, face antérieure,
4 cc, face postérieure, 4 cc. On injecte, on peut injecter aussi au niveau de l'hématome fracturaire, ce qui permet une diffusion beaucoup plus large du produit guanate. Parfois, on peut utiliser une aiguille 22 gauche. Là, le patient ne va pas sentir l'introduction de l'aiguille 22 gauche. C'est pour ça qu'il faut commencer par une aiguille beaucoup plus petite, la 27 gauche ou bien la 30. Donc, après la fin de l'injection, donc il faut s'assurer de la disparition de la douleur, c'est-à-dire il faut avoir une échelle visuelle analogique à 0. Donc, après, on va commencer l'incision. Là, on a incisé. Donc, ici, c'est la préparation du foyer. Donc, il faut attendre minimum 30 minutes, voire même 40 avant l'incision, pour être sûr que le patient ne va pas se sentir, pour limiter une expérience douloureuse chez le patient. Donc, vous voyez, on peut utiliser bistouri électrique avec le patient qui bouge ses doigts. Là, c'est le forage, le trajet des vis. Là, c'est le vissage. Et le patient qui bouge ses doigts. Donc, la place de ces techniques, donc ça permet une communication en péropératoire avec le patient, ça permet de tester la stabilité de l'ostéosynthèse, de voir est-ce qu'il y a des conflits entre les tendons et la plaque ou les vis. Et bien sûr, la sensibilisation du patient concernant la rééducation en post-opératoire. Donc, pour le brochage du poignet, ça rejoint la même technique d'injection de Amir, la règle de 4 de 4. Donc, sauf qu'ici, on va injecter au niveau de la face postérieure pour le trajet de la broche postérieure. On peut injecter aussi au niveau de la styloïde du nerf, parfois. Au niveau du brochage, on injecte de 30 jusqu'à 40 cc du produit Wallet. On va avoir un territoire cutané aux ceux qui sont anesthésiés. Et là, on a une petite vidéo. Donc, une fracture de protocoles. Même technique d'injection que pour l'ostéosynthèse par plaque. Donc, on injecte la face latérale 2 cc, à la face antérieure 4 cc, à la face postérieure 4 cc. Là, c'est l'injection au niveau de l'hématome fracturaire. Donc, il faut rester à ras de l'os. Là, c'est à la face postérieure. Et au niveau de l'hématome, dans le trajet de la broche postérieure. Donc, après 30 minutes d'injection, vous voyez que le patient, il bouge son poignet sans problème, il n'y a pas de douleur. Et vous voyez l'aspect blanchâtre pratiquement de tout le poignet. C'est la vasoconstriction qui est liée à l'adrénaline. Donc là, on commence une technique classique selon la Kapinji. Avec cette technique, vous pouvez opérer le patient rapidement. Donc, une fois il arrive aux urgences, vous pouvez l'emmener au bloc opératoire et l'opérer sans bilan, sans rien du tout. Vous voyez le patient qui bouge ses doigts. Et là, c'est après qu'on a coupé les poches. Alors, on présente la technique dans les cas vicieux de radius distal, c'est le cas qu'on avait publié. Donc, dans le cas vicieux, ça rejoint la même technique d'injection. Donc, sauf qu'ici, dans le cas vicieux, on a préféré de faire une voie latérale pour stéotomie. Donc, on injecte du côté latéral selon le même principe d'Amir. Donc, on a besoin de 40 jusqu'à 50 cc du produit. On va injecter à la face latérale. On injecte d'abord la voie d'abord, par la suite, on passe au niveau de l'os. Donc, on obtient une tuméfaction de la face latérale. La patiente qui participe au champage. Et là, donc, la patiente qui n'a pas strictement, il n'a pas mal. Donc, réduction, stéotomie et fixation temporaire de fragments et mise en place de la plaque. Donc, la patiente qui bouge ses doigts. Elle est sensibilisée concernant la rééducation. Et là, c'est le suivi à 3 mois.
Donc, on passe un petit peu proximalement donc, aux fractures des deux os de l'avant-bras. Donc, ces deux os, donc qui dit deux os, donc c'est donc c'est plus de quantité de produit. Donc, on aura besoin de plus de 50 cc du produit de la solution. Donc, on va diluer encore plus la lidocaïne pour arriver à 0,5%, donc le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Et l'épinéphrine va devenir le 1 pour 200 000. Donc, pour la technique d'injection, pour le radius, donc on aborde par voie antérieure. Donc, on va injecter la voie d'abord. Donc, c'est 1. Du côté du radius, donc pour l'anesthésie osseuse, donc on passe du côté latéral. Donc, c'est 2. Donc, on injecte selon le même principe que la technique d'Amir. Et pour le cubitus, donc c'est le même site d'injection qui est le site opératoire. Donc, on aura besoin de plus que 50 cc de produit Walin. Donc, on aura un territoire cutané qui est marqué en bleu, c'est la voie d'abord, et l'os qui est marqué en rose. Au niveau du radius, on aura besoin de entre 40 jusqu'à 50 cc du produit. Et au niveau du cubitus, c'est un os qui est superficiel, donc on aura besoin que de 20 jusqu'à 30 cc de ce produit. On va voir la technique pour les deux os de l'avant-bras. Donc, toujours, on commence proximal en proximal distal, perpendiculaire à la peau. On infiltre doucement pour minimiser la douleur. Donc là, on a infiltré la voie d'abord. Après, on passe du côté latéral du radius. On injecte au niveau de différents points, donc la face latérale 2 cc, face antérieure 4 cc et la face postérieure 4 cc. Donc après qu'on finit l'infiltration, on va injecter aussi au niveau de l'hématome fracturaire, ce qui permet une diffusion beaucoup plus importante du produit. On passe du côté de l'ulna, donc toujours de proximal en distal, perpendiculaire à la peau, et on injecte au niveau de l'os aussi. Donc le test après 30 minutes, donc le patient qui n'a pas mal, il arrive à déjà... Et là, on peut mobiliser le foyer de fracture sans problème, sans douleur. Donc le même patient qui a été opéré, donc là, on est en train de réduire la préparation des foyers de fracture, réduction, le patient qui bouge son poignet. Là, on avait comprimé les muscles. Le forage, le vissage. Donc, c'est l'avantage d'entourer l'os par le produit Walin pour couvrir toutes les corticales, pour qu'au moment du forage, le patient ne sent pas. Là, le patient, après la fin de l'intervention, donc il arrive on conteste la stabilité de l'ostéosynthèse, on sensibilise le patient. Et bien sûr, l'avantage aussi majeur, c'est le patient qui fait sans sédation, c'est-à-dire sans risque de sédation et les effets secondaires de risque de sédation. Et là, le patient, il est content. Donc, c'est un patient qui est intéressant. C'est une fracture complexe du cubitus avec troisième fragment, qui est âgé de 78 ans, qui est BPCO et sous antivitamine K, qui était victime d'une morsure par son âne, donc qui présentait des problèmes anesthésiques. Voilà, qui a été opéré sous la même technique, le forage, le vissage. Donc, on n'avait pas de saignement, même avec les anticoagulants. Et le patient qui est content. On passe un petit peu proximalement aussi, donc vers l'olécrâne. Donc l'olécrâne, les fractures de l'olécrâne sont fréquentes, bien sûr. L'olécrâne, c'est un os qui est superficiel, qui est accessible à l'infiltration. Donc on infiltre du côté, donc c'est un schéma que j'ai pris aussi de l'article d'Amir, il a présenté dans sa technique, dans son article. Donc on injecte de proximal en distal, on commence bien sûr par la voie d'abord. On commence par la voie d'abord, de proximal en distal, on injecte au niveau de l'insertion du tendon tricipital, et ensuite on passe de part et d'autre de l'os. Et il faut éviter bien sûr le nerf ulnaire, qui est à côté, donc il faut rester à ras de l'os pour ne pas le toucher. Et là, la technique d'injection. Donc bien sûr avec une aiguille 27 gauche. Donc on commence par la peau déjà. Ça c'est une simulation.
Donc voilà la peau, la voie d'abord. Après, on passe à ras de l'os, de l'os les crânes de part et d'autre. On va aller jusqu'à la partie proximale de la diaphyse cubitale pour anesthésier. Si on va faire un obanage, donc il faut anesthésier le site de fixation du fil métallique. Donc là, c'est un patient qui était opéré sous Holland. En opératoire, on teste la stabilité aussi. Voilà, qui bouge son poignet. On sensibilise le patient sur l'intérêt de la rééducation du coude en opératoire, post-opératoire. Voilà. On passe beaucoup plus proximalement les fractures de la clavicule. Donc, la clavicule, c'est un os qui est superficiel, qui est accessible à l'injection. Voilà, donc on injecte au niveau de la peau, bien sûr. La voie d'abord, on regarde la clavicule, la voie d'abord antérieure. Donc au niveau de l'os, donc on injecte à la face antérieure, à la face supérieure et à la face inférieure. Il faut faire attention, bien sûr, aux structures nobles qui sont adjacentes. On a l'artère sous-clavière qui passe au-dessous de la clavicule. On a l'apex du poumon. Et on a aussi le plexus brachial. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut rester à ras de l'os et injecter doucement. Dans les fractures de la clavicule, on a besoin de 40 jusqu'à 50 cc de la solution. Donc, on aura besoin de lidocaïne 1% et de pénétrine 1% d'huile. Donc, pas de dilution en amont de 50 cc. Donc, et là, on va présenter la technique pour les fractures du quart externe de la clavicule. L'injection qui se fait de latéral à médial. C'est une injection sous-cutanée de la voie d'abord. Donc, on injecte de 10 jusqu'à 15 cc de la solution. Par la suite, on passe en sous-périostée. Donc, toujours la face antérieure. Donc, on injecte pratiquement 2 cc à la face antérieure, 4 cc, 2 à 4 cc à la face supérieure et bien sûr à la face inférieure. Dans les fractures de la clavicule, quand on a une fracture qui est trop déplacée, donc il y a des sites où le produit, on ne peut pas l'injecter, on a peur de toucher les structures adjacentes. Souvent, on a recours à injecter en opératoire. Donc, dans la Wallent, on peut injecter, rajouter des produits, le produit en opératoire. Là, donc, on va mettre une plaque en crochet, plate. Donc, on va injecter en sous-acromial aussi parce que l'appui de la plaque sera en sous-acromial. Et là, on infiltre aussi l'acromion pour assurer une anesthésie au niveau de l'acromion. Donc, on aura un territoire cutané, un territoire osseux. On teste l'absence de douleur. Le patient nous dit « OK, vous pouvez commencer ». Et là, le patient qui participe au champage, il n'a pas mal, donc il peut lever son membre supérieur. On n'a pas besoin d'aide. Le forage, sans problème. Le patient qui nous dit OK, pas de douleur, on visse. On communique avec le patient sans problème. Et le patient qui lève. On teste la stabilité de notre ostéosynthèse. Et voilà. Donc, une deuxième fracture de la clavicule, là, c'est médio-diaphysaire. Donc, après injection, même technique d'injection. Et là, on fait opératoire. Le patient qui bouge son membre supérieur. Donc, pour les fractures de la tête radiale, donc, je vais présenter cette vidéo de Amir. C'est une slide qui m'a confié. Donc, voilà, on peut faire. On peut faire des fractures de la tête radiale. Voilà. Vous voyez, c'est injection. Okay, good. Good at it. Very good. Now do the straight. Voilà, donc je vais vous présenter notre série de services. Nous avons opéré à peu près 33 patients du poignet. Nous avons fait aussi des fractures de phalange, mais j'ai préféré mettre que des fractures de poignet en amont. Donc
pour les antécédents des patients, donc nous avons eu des 5 diabétiques, des cardiopathes, des prises d'antivitamine 4 sur le patient que j'avais présenté, des hypertendus, 4 patients. Le délai moyen entre le traumatisme et la chirurgie, c'était de 2 jours à peu près. Donc, nous avons opéré des fractures de l'extrémité inférieure du radius, des 2 os de l'avant-bras, du radius isolé, de l'ulna isolé, de l'écrane et la clavicule. Alors, l'évaluation de la douleur, donc 30 minutes après injection, donc l'EVA était à 0 chez tous les patients. Un seul cas présentait un EVA à 2, une échelle visuelle analogique à 2 pour les fractures de la clavicule. Donc, nous avons rajouté 5 cc de produits anesthésiques. Et après 2 heures, donc l'EVA était à 0 chez tous les patients. Donc, là, le produit Walent se tient au-delà de 2 heures. Nous avons préféré hospitaliser les patients, surveillance, parce que le début de la série. Et le recours au garrot était à 0 et personne, donc chez tous les patients, donc la Walent a réussi. Nous avons eu aucune conversion vers l'âge. Pour les complications, pratiquement aucune complication neurologique. Pour les complications hémodynamiques, un seul cas de tachycardie, mais c'est un patient qui était un petit peu stressé. Le saignement post-opératoire 0 et le trouble trophique 0. Donc, nous avons de façon anecdotique, nous avons posé la question suivante: acceptez-vous de subir la même technique d'anesthésie dans le futur? Donc, la réponse était oui, bien sûr. Donc, notamment chez les patients qui ont déjà subi une anesthésie générale et des blocs plexiques. Le niveau de satisfaction des patients était good and excellent, sauf chez le patient qui a été opéré pour la clavicule, donc il a éprouvé un petit sentiment de douleur en péropératoire. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Donc, en conclusion, donc la Walent, c'est une technique innovante, donc, qui présente des avantages pour le patient et pour le chirurgien. Donc, pour le patient, donc il n'y a pas de gêne, pas d'arrêt de médicaments. On peut ne pas arrêter donc des AVK ou bien des antihypertenseurs. Donc, on peut ne pas faire de bilan, donc on ne fait pas de bilan. Pas de consultation pré-anesthésique puisque c'est nous qui allons anesthésier le patient. Une prise en charge rapide. Donc, pour les fractures, on peut opérer le patient la même journée ou bien la même après-midi même. Donc, c'est une technique aussi qui présente beaucoup de confort pour le patient. Donc, pour les patients qui ont déjà vécu l'expérience de l'anesthésie générale et donc ils préfèrent faire cette technique. Et notamment, pas de garrot, comme a déjà été expliqué par le docteur Appart. Pour le chirurgien, bien sûr, le confort du chirurgien. Donc, on peut communiquer avec le patient en péropératoire. Ça nous permet de sensibiliser les patients en péropératoire. Et bien sûr, quand le patient est pris en charge rapidement, on est content, bien sûr. Et comme disait le professeur Lalonde, donc, the safest sedation is no sedation. Et cette technique nous a rendu service, beaucoup de services, notamment dans le contexte de Covid. On prend en charge, vous savez tous que dans ce contexte, nous avons dans tout le monde, il y a un problème d'anesthésiste. Donc, cette technique nous permet, si vous voulez, de s'en passer un petit peu, au moins de leur service. Donc, nous avons instauré dans le service, nous avons, disons, condamné une petite salle nous avons nommé la salle Walent. Et nous avons, bien sûr, notre dotation de l'eudocaïne avec de l'épinéphrine. Et je vous remercie. Merci, Dr Rafeqi. Merci aux conférenciers pour ces excellentes interventions. Je trouve que tu as été didactique, mais aussi précis et pratique dans ta prise en charge des fractures au niveau du membre supérieur. Donc, je pense que nous allons procéder aux différentes questions. J'ai une question au docteur Lalonde. C'est notre ami Moïse Tourki, c'est de Tunisie. Donc, nos amis tunisiens que je tiens à remercier pour leur participation. Alors, que faites-vous en cas de rétraction enfouée du tendon fléchisseur au poignet post-play en zone 2?
Alors, si j'ai compris la question, qu'est-ce que je fais quand les fléchisseurs sont rétractés au poignet en zone 2, c'est ça? Oui. Non, pardon. Il y a une plaie en zone 2. Oui. Et au moment de votre intervention, vous trouvez que le tendon s'est rétracté au niveau du poignet. Ah, OK. Si j'ai bien compris, je crois que c'est la question de notre collègue tunisien. Oui, c'est bien. D'abord, je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous me voyez. J'espère que oui. Est-ce que vous me voyez? Oui, oui, tout à fait. OK. Bon, parfait. Alors, quand on fait l'anesthésie pour les tendons en zone 2, je pense, bon, où est le plus proximal possible où le tendon peut aller? Et ça serait au niveau du poignet. Mais ça arrive pas souvent. C'est pas mal rare. Quand on se coupe ici, l'habitude, le tendon proximal est là. Et quand on fait l'anesthésie dans la paume de la main, on est capable de trouver le tendon proximal. Sinon, on peut ajouter de l'anesthésie locale au poignet au moment où on découvre que non, c'est pas possible, c'est plus proximal d'où j'ai pensé. Mais ça fait longtemps que je fais ça et puis c'est pas mal rare qu'on voit le tendon proximal jusqu'ici, mais ça arrive. Alors, on ajoute de l'anesthésie locale plus proximalement, c'est tout. Parce que dans notre contexte marocain, maghrébin, je voulais dire, parfois les patients arrivent 24 à 48 heures après le traumatisme. C'est pour ça que je comprends la question de notre collègue. Le plus souvent, le tendon est bien rétracté en amont. Je peux faire deux remarques. Tout à fait. La première remarque, c'est que si jamais vous avez possiblement un appareil d'échographie à proximité, soit aux urgences, soit avec l'anesthésiste, vous pouvez repérer le moignon du tendon fléchisseur et comme ça, on évite les surprises. En fait, on demande au patient de plier le doigt et on voit le moignon qui bouge un petit peu. Donc, on peut. Après, moi, j'aurais très peur d'ouvrir comme ça au niveau du canal carpien. Donc, de façon un peu. Si je pense qu'il est dans la paume, j'ouvrirai directement le canal carpien. Et la deuxième remarque, c'est comme l'a dit le professeur Lalonde pour les extenseurs, pour les fléchisseurs, pour le rattraper très facilement, vous demandez au patient d'ouvrir grand sa main et comme ça, les extenseurs se contractent et les antagonistes, c'est-à-dire les fléchisseurs, se décontractent. C'est très difficile de dire à un patient de se décontracter et de laisser la main toute molle. En fait, il vaut mieux lui dire d'ouvrir grand sa main et comme ça, on peut tirer le tendon fléchisseur avec une petite haltette. Est-ce que vous pourriez m'aider à savoir comment je peux vous voir? Je ne peux pas vous voir. Il faut que tu cliques sur la caméra. Le troisième bouton, tu as le orange et en dessous, tu as le son et en dessous, tu as la caméra. Oui. Tu cliques sur la caméra. Là, tu as disparu, c'est parti. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez me voir, c'est ça la caméra. Mais je ne peux pas vous voir. Ah, d'accord. Professeur Lalonde, je pense que vous cliquez sur la flèche jaune, orange, la flèche orange. La flèche orange? Oh, that just hides the control panel. It's okay. Je peux vous entendre. Je n'ai pas besoin de vous voir. Ça marche. Donc, désolé pour ce petit intermède technique. Bon, une question, n'importe qui pourrait éventuellement répondre. En moyenne, la durée après l'infiltration pour la technique-là et l'intervention peut durer combien de temps? D'habitude, moi, j'ai au moins 3 heures avant que ça commence même un peu à faire mal, souvent jusqu'à 4 heures. Et la plupart des chirurgies de la main peuvent se faire en moins de 3 heures. Alors, d'habitude, ce n'est pas un gros problème. Question Kamal à poser? Dr Haouri? Oui, il y a une question. Quel est le taux d'infection avec une asepsie
plus ou moins non rigoureuses dans ce contexte? Oui, c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs papiers qui sont sortis qui montrent que le taux d'infection est pas plus que dans la salle d'opération majeure, dans beaucoup d'opérations. Pour les broches de Kirchner, il y a 3 papiers qui ont été écrits. Pour les tissus mous, il y a plusieurs papiers. On peut faire, we can observe sterile technique wherever we are. On est chirurgien, nous comprenons la technique stérile et nous n'avons pas besoin de couvrir les pieds quand on opère sur la main, pourvu que la stérilité où on travaille est comme elle devrait l'être. Si on reste dans l'infection, alors la place de la wallante dans les infections de la main. Est-ce qu'il y a une place? Oui, moi je m'en sers régulièrement. Moi, j'ai pas de résidents qui font cet ouvrage pour moi le soir et le week-end. Moi, je vais dans la salle d'urgence et je regarde aux infections des flexor synovitis, fight bites. C'est moi qui le fais. Et ce que je fais, il y a la zone de cellulite. Disons que c'est un fight bite, quelqu'un qui frappe une dent. Alors, ça, c'est rouge. Alors, je vais en dehors de la place qui est rouge et je fais un cercle avec anesthésie locale. Et ensuite, je vais sur le côté palmaire et je bloque les... C'est mieux d'aller distal du nerf médian où les nerfs se divisent parce que les plus petits nerfs sont anesthésiés plus rapidement. Le plus petit le nerf, le plus rapide que ça marche. Alors, même pour un flexor synovitis, je n'injecte pas le nerf médian, j'injecte distal au canal carpien où les nerfs sont au niveau de nerfs communs digitaux. Common digital nerves. Alors, ça, c'est beaucoup plus rapide. Alors, pour un flexor synovitis, j'injecterais 10 millilitres juste ici. Est-ce que vous voyez ma main? Oui, très bien. Oui. Vous est-il arrivé de faire une conversion de la wallante vers un bloc tronculaire, de céder par un bloc tronculaire? Non. Les 3. Si vous avez eu Non, des... jamais. Monsieur Lalande? Oui. Ah, j'ai figuré comment vous voir. Je vous vois maintenant. Alors, c'est quoi la question? Je C'est m'excuse. l'effet de la question peut-être. Vous est-il arrivé durant l'exercice de votre fonction de céder par d'avoir ou de demander l'aide par un bloc tronculaire? Je m'excuse, mais j'ai pas compris la question. D'accord. Il n'a pas compris parce que ça lui est jamais arrivé en fait. En fait, le patient a un peu mal, ce n'est pas vécu comme un échec comme avec l'anesthésie loco-régionale. En fait, on rajoute du produit, le patient il est totalement éveillé et donc il nous dit là je sens un peu plus, on peut rajouter. C'est très très rare, mais on peut rajouter du produit et il est soulagé et il n'y a jamais eu besoin de faire une anesthésie tronculaire sensitive en complément. Ne serait-ce que parce qu'elle mettrait 15 à 20 minutes à agir. En fait, on rajoute du produit localement et il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est pas vécu comme un patient qui a mal après une ALR. Merci beaucoup, Thomas. You're welcome. Une question là concernant le professeur Rafeqi, sur le plan médico-légal, on nous parle. Ce n'est-il pas dangereux de se passer de bilan, de consultation pré-anesthésique chez certains patients? Pardon? On se passe le plus souvent de bilan pré-anesthésique. Donc, on part s'il n'y a pas de
risque médico-légal chez ces patients? Non, il n'y a pas de risque médico-légal. Parce qu'on va opérer sous anesthésie locale. Déjà, je donc, suis la technique. complètement d'accord avec le docteur Rafiki. La raison pour le bilan, c'est pour se protéger de la sédation. S'il n'y a pas de sédation, c'est pas nécessaire de se protéger. C'est comme aller chez le dentiste. C'est pour ça qu'on fait les bilans. On fait les bilans pour se protéger des complications de la sédation. S'il n'y a pas de sédation, il n'y a pas de complications de sédation. Je m'excuse, docteur Rafiki, je ne voulais pas vous interrompre. Donc déjà, il y a une courbe d'apprentissage pour la technique. Donc, on va commencer par déjà, je pense, par les parties molles. Après, pour les fractures où ça pose problème. Mais généralement, pour les fractures, pour les grosses fractures, par exemple la clavicule, je parle de notre contexte, l'avant-bras, je fais quand même un bilan. Et sauf pour le poignet, le brochage, par exemple, je sais que ça marche, c'est-à-dire la technique, ça va marcher pour le poignet. Pour l'avant-bras et tout, donc je fais un petit bilan comme ça pour nous protéger. Donc c'est pour notre contexte. C'est au cas où on va convertir, mais jusqu'à maintenant, on n'a eu jamais recours à la conversion à une anesthésie générale ou un bloc plectique. Moi, ça fait beaucoup d'années, je n'ai jamais converti à une anesthésie générale. Et si j'avais à le faire, c'est pas compliqué. On peut fermer la peau, on peut revenir même demain si on veut. Mais ça m'est jamais arrivé. Je voudrais bien avoir votre avis pour un canal carpien fait sous arthroscopie. Moi, je ne fais pas cette opération-là, mais je connais plusieurs chirurgiens qui font leur canal carpien sous arthroscopie qui se servent du volant. Alors, c'est écrit, en fait, il y a un chapitre dans le livre qui décrit exactement comment le faire. Il y a des vidéos. Mais moi, j'ai fait l'endoscopie pour une secousse et j'ai arrêté. Et maintenant, je fais mes canaux carpiens ouverts. Il y a une question. Alors, avez-vous des expériences avec les enfants de moins de 10 ans? Ah, voilà. Oui, j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants de moins de 10 ans. Il y a un chapitre complet dans le livre de Wallant qui est à ce sujet. Même les enfants qui sont nés avec, ils ont un extra petit doigt ici, là, c'est pas nécessaire de les endormir. On a tout simplement, quand ils commencent à boire le lait, particulièrement dans la première semaine ou deux, ils tombent endormis. Aussitôt qu'ils sont endormis. Alors, quand ils sont endormis, on met la petite aiguille, on coupe avec un ciseau, c'est fini. On fait ça dans les bras de la mère. Mais quand ils sont assez vieux pour comprendre, le plus jeune, je pense que c'est une petite fille de 4 ans, que ça a très bien été. Elle était assez vieille pour comprendre. S'ils sont assez vieux pour comprendre qu'il ne faut pas bouger pendant une petite piqûre, ça marche. S'ils ne veulent pas, on les endort. C'est pas compliqué. Mais si on est capable de parler aux enfants, si on est capable de leur faire confortable, ça marche. Si le chirurgien n'est pas capable de parler aux enfants, c'est pas une bonne idée. Y a-t-il des limites à cette technique? Est-ce qu'il y aurait des contre-indications? C'est chez des patients présentant des micro-angiopathies diabétiques ou une artériopathie type le Léo-Burger, maladie de Raynaud? Oui, je pense que oui. Quand il n'y a pas une bonne circulation au doigt, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'épinéphrine. On peut se servir de la lidocaïne pure. Quand les gens arrivent avec les doigts qui sont noirs parce que leur rein ne fonctionne pas et ils ont les maladies de Burger ou ils ont des problèmes avec le Raynaud qui est très sévère,
ne se sert pas d'épinéphrine, on n'en a pas besoin. On peut se servir de la lidocaïne pure. D'accord? Si quelqu'un a une bonne circulation, tout ce que je fais, moi, c'est que je fais le capillary refill. Je pèse dans le bout du doigt. S'il y a une bonne circulation avant ma chirurgie, il va y avoir une bonne circulation après ma chirurgie, au moins que je détruis la circulation du doigt avec ma chirurgie. Ce qui m'est arrivé avec un Dupuytren, ça fait longtemps, mais c'est pas l'épinéphrine dans ce cas-là qui a causé le problème, c'est ma chirurgie qui a causé le problème. D'autres questions? Alors moi, j'ai une question pour vous, professeur Lalonde. Pour les patients qui ont des problèmes coronaires, c'est-à-dire, vous savez à quel moment on peut ne pas utiliser la technique? C'est-à-dire à quel moment ils stentent, par exemple? Ils sont stentés. C'est une bonne question. Ça fait longtemps, on disait toujours, si on a eu une attaque de cœur, on ne peut pas avoir une anesthésie générale pour 3 mois. Je ne sais pas si on est capable de faire des règles rigides comme ça. Je sais que l'anesthésie locale est difficile sur le cœur et les poumons que la sédation. Ça, je le sais dans mon cœur, je sais que c'est vrai. Il y a un chirurgien, Peri Prasetyono, qui travaille en Indonésie. Lui, régulièrement, il se sert de 1 million d'épinéphrine. 1 sur 1 million, pas 1 sur 100 000, mais 1 sur 1 million d'épinéphrine. Alors, c'est de l'épinéphrine très, très diluée. Et Dr Prasetyono me dit que j'ai pas de besoin de 1 sur 100 000. Il n'y a aucun doute que le moins d'épinéphrine qu'on se sert, le plus que ça va saigner. Mais un peu de saignement, ça ne tue pas les chirurgiens. On n'est pas mort quand on voit un peu de sang. Alors, on n'a pas besoin du garrot. On peut diminuer l'épinéphrine. S'il y a quelqu'un avec un problème cardiaque sévère, probablement la chose la plus sauf à faire, c'est de les faire dans la salle d'opération avec monitoring et avec une épinéphrine réduite. 1 sur 400 000, 1 sur 1 million, comme le fait Dr Prasetyono. If you're worried, use less epinephrine. Mais jusqu'à là, il semble qu'il n'y a pas parce que même quand on regarde la littérature des dentistes, c'est très, très, très rare que quelqu'un va avoir une attaque de cœur à cause du fait qu'il y a de l'épinéphrine chez le dentiste. Et il y a au moins 2 millions d'Américains qui sont avec l'épinéphrine, avec les dentistes à tous les jours, sans aucun monitoring. S'il y avait un problème aux États-Unis, tous les jours, on verrait sur la télévision, hurt by your dentist, call William McVentus. Et ça n'arrive pas. Alors, si c'était un problème, ça arriverait à tous les soirs. Parce qu'il y a des millions d'Américains qui se font piquer à tous les jours et puis il y a plus d'avocats aux États-Unis que le restant du monde, tout ensemble. Alors, question pour Thomas. Qu'en est-il des douleurs en post-opératoire? C'est une chirurgie qui est douloureuse lorsque vous posez la prothèse. Est-ce que la Wallant permet d'allonger ce temps ou est-ce que c'est des douleurs comme d'autres anesthésies? Oui, en fait, j'ai observé vraiment un réveil plus rapide sur les fractures du poignet, mais pour les prothèses, absolument pas. C'est comme le produit s'évapore très lentement, on a le temps de donner un Doliprane et l'anesthésie pour la rhizarthrose ou pour l'IPP, elle dure vraiment 3-4 heures en tout. Donc, on attend une demi-heure
avant d'inciser. La chirurgie dure 1 heure. Et donc, les patients sont chez eux quand ça commence à se réveiller. Donc, c'est assez lent. J'ai été surpris, c'est surtout pour les fractures du poignet où là, j'ai l'impression que ça se réveille un peu plus vite. Mais il faut anticiper ça. Je pense très sérieusement que ce qui fait mal, c'est l'hématome. Et comme là, il n'y a pas d'hématome parce qu'il n'y a pas de lâcher de garrot, et ben, les patients ont moins mal. Une chose qui est très importante pour diminuer la douleur opératoire, c'est que quand on a des patients éveillés, on leur explique pourquoi c'est tellement important de garder la main élevée plus haut que le cœur. Et parce qu'ils sont éveillés, ils s'en rappellent. Et parce que le chirurgien leur dit, garde ta main élevée pour 2-3 jours, serre-toi-en pas, attends que toute la douleur est partie avant de baisser la main, avant de t'en servir. Ça, c'est beaucoup plus important que les médicaments. On peut leur donner tous les médicaments du monde, mais s'ils sortent de l'hôpital puis ils font ça comme ça marche pas. C'est pas une bonne idée. L'éducation intra-opératoire, c'est la partie la plus effective pour diminuer la douleur post-opératoire, dans mon opinion. Est-ce que le temps opératoire n'est-il pas très allongé par rapport à des techniques, du moment qu'on n'utilise pas le garrot? Non. Il n'y a absolument aucun changement. Aucun changement. Il faut juste mettre une bipolaire sur la table. Quelquefois, on n'utilise pas de bipolaire, mais là, c'est systématique. Il vaut mieux faire la petite coagulation. Juste après avoir incisé, mais ça prend 3 secondes et ça change absolument pas la durée. Toutes les études ont montré que la durée d'opération ne change pas. En effet, on injecte l'anesthésie avant que les patients rentrent dans la salle d'opération. Alors, le temps d'injection, c'est pas le temps gaspillé. Ça peut se faire par les anesthésistes dans une autre chambre. Ça serait idéal. Les anesthésistes injectent le volant dans une autre chambre. Nous, on a pas besoin d'eux pour le monitoring puis tout ça. Ça serait peut-être idéal. Parlant d'anesthésistes, donc il y a des questions qui reviennent sur la présence obligatoire d'anesthésistes en salle. Et donc, est-ce qu'il faut les avoir auprès de soi quand on utilise la Wallin? La raison que les anesthésistes sont absolument opératoires dans la salle, c'est quand nous avons besoin de leur protection pour les complications de la sédation. C'est pour ça qu'ils sont obligatoires. Mais s'il n'y a pas de sédation, ils ne sont pas obligatoires parce qu'on n'a pas besoin de leur protection pour nous protéger contre les complications de la sédation. J'ai une petite question, surtout pour quelqu'un qui s'adonne pour la première fois, ou bien c'est les premières expériences dans la pratique de cette technique-là. Est-ce que l'utilisation de l'échographie est un plus pour éviter éventuellement une lésion vasculo-nerveuse? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire et Dieu sait que j'adore l'échographie. Mais franchement, il faut penser gros volume. En fait, c'est ça le premier conseil. D'abord, savoir comment piquer sans avoir mal. Pensez gros volume. Et puis, vous ciblez 1 ou 2 indications très simples, comme la suture de fléchisseur ou le doigt ressaut ou le canal carpien. Et puis, après, vous verrez que progressivement, au bout de quelques mois, vous commencez à faire de plus en plus de chirurgie et à la fin, vous arrivez à un niveau comme Kamal Rafiki qui a une expérience incroyable sur des os plus gros, plus proximaux. Et franchement, il n'y a pas besoin d'échographie au début. Il faut juste en mettre un maximum. Mettez-en beaucoup. C'est noté. Parce que en fait, les anesthésistes ont la culture de le minimum de volume possible
pour éviter les complications neurologiques et rythmiques. Donc, ça, c'est vrai. Donc, nous, c'est pas du tout notre culture. Notre culture à nous, c'est que le patient n'est pas mal. Et donc, s'il y en a un peu plus, on le met quand même. C'est la blague qu'on fait souvent aux patients en disant « je fais comme pour moi, vaut mieux qu'il y en ait un peu trop que pas assez ». Oui. D'accord. Alors, est-ce que... Oui. Bon, moi, je pense que cette technique doit être faite par le chirurgien. Elle ne doit pas être faite par l'anesthésiste. Pour la simple raison, par exemple, si on a une fracture... Coupez le son de Rafiki, coupez le son. Non, je pense sérieusement, quand on fait une fracture de radius, par exemple, quand on injecte, on planifie en même temps le site d'injection. C'est-à-dire, par exemple, en proximal, si on allait, pour respecter déjà les règles de là-haut, 3 vis en proximal, 3 vis en distal, l'anesthésiste peut, par exemple, laisser que deux vis, par exemple, pour la partie proximale. Donc, il peut pas, c'est-à-dire ne pas injecter trop au niveau, ne pas monter trop au niveau de la diaphyse du radius. Donc, je pense qu'il doit être fait par le chirurgien, pas par l'anesthésiste. Oui, pour les fractures. Je suis d'accord avec, je comprends ce que tu dis, Kamal, parce que nous, on sait où nous allons disséquer. Et nous allons faire certain d'avoir 2 cm au-delà d'où nous allons disséquer. Et les anesthésistes ne le savent pas. Mais si on dessinait, bon, ben moi, je veux de la tumescence ici et on fait le dessin. Et s'ils sont capables de suivre le dessin et de faire certain d'en mettre trop que de ne pas en mettre assez, c'est possible. Ouais. Mais pour la chirurgie osseuse, non, je pense. Donc, il y a une question, comment les anesthésistes ont accepté ces techniques? Oui. Il y a des anesthésistes qui font le Wallante régulièrement. Je n'ai pas montré, mais j'ai des vidéos. Il y a un bonhomme en Angleterre qui s'en sert régulièrement. Thomas, peut-être que tu peux parler de ton expérience dans la ville où tu étais avant. En fait, en France, vous avez soit le secteur public, soit le secteur privé. Et dans le secteur public, il n'y a pas de problème pour que le chirurgien fasse l'anesthésie, parce que dans le public, on manque de médecins et de toute façon, ils gagnent la même chose à la fin du mois, donc ils préfèrent en faire le minimum et comme ça, il est tranquille. Dans le secteur privé, il est payé à l'acte et c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place le Wallante sans anesthésiste. L'anesthésiste va vouloir garder son activité pour être payé. Mais il va vouloir que le patient il soit scopé pour surveillance, que le patient soit à jeun, que le patient ait vu l'anesthésiste avant en consultation. Enfin, c'est beaucoup plus lourd, mais on achète la paix entre l'anesthésiste et le chirurgien. Et ça, c'est l'exercice privé. Après, ça, c'est la solution à l'hôpital. On ne parle pas d'office surgery, la chirurgie en cabinet. Là, il n'y a pas d'anesthésiste, donc on fait ce qu'on veut. Il y a une question qui revient assez souvent, le dosage toxique. Est-ce qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire comment gérer un surdosage, par exemple? Il faut revoir les diapositives de Kamal Rafiki, il a tout expliqué. Oui, c'est 7 mg par kilogramme de lidocaïne avec... avec... La légende du 7 mg par kilogramme. Et donc, est-ce que les patients peuvent rentrer immédiatement? Est-ce qu'ils peuvent rentrer immédiatement et est-ce que la dose injectée a un rôle pour garder ou pas le patient en surveillance? Non. Comme chez le dentiste. Bye bye. Vous les opérez dans l'hôpital de jour? Oui. L'hôpital de jour ou dans mon bureau. Ah, d'accord. Dans mon bureau, oui.
C'est-à-dire un collègue dans son cabinet, dans le secteur privé, je présume, il peut faire cette technique chez lui, dans son cabinet? Oui. Alors, il y a une question. Quand il y a une injection au niveau quand il y a fracture des os de l'avant-bras, il y a une injection assez importante de liquide. N'y a-t-il pas un risque de syndrome de Loge? Non. On va ouvrir la voie d'abord pour mettre la plaque, donc il n'y a pas de risque. Au contraire, il y a quand on coupe la peau, on coupe le fascia, le liquide sort, c'est fini. Une question qui s'est également posée après votre intervention, aux membres supérieurs notamment, pas de drainage en post-op? Non. Ben non. Non. En Amérique du Nord, on ne se sert pas du drainage après la chirurgie de la main. Zéro. Zéro drainage. Bras et avant-bras, c'est la question qui s'est posée. Non, pas de drainage. Non, d'accord. Là, en fermant, vous êtes sûr que ça ne saigne pas, en fait. Donc, il n'y a pas le problème de lâcher de garrot. Les plus vieux chirurgiens savent que quand on met un garrot, il faut lâcher le garrot avant de fermer pour faire l'hémostase. C'est une habitude qui s'est perdue après. Et donc, on fait des pansements et après, on lâche le garrot. Et donc, on prie pour que ça ne saigne pas et qu'on n'ait pas blessé une petite artère. Et donc, on peut éventuellement mettre un drainage à ce moment-là. Dès lors qu'il n'y a pas de garrot et qu'on est sûr que ça ne saigne pas, il n'y a pas de drainage et le chirurgien dort la nuit tranquille. Oui. Un patient qui demeure anxieux, vous intervenez ou vous reportez? S'il y a beaucoup d'anxiété, on l'endort, c'est tout. Mais tous les patients sont anxieux, personne ne veut se faire opérer, vous savez. Donc, il faut les rassurer, parler. Et plus ils ont un imaginaire important, plus c'est facile de les embarquer dans une discussion. On peut discuter de ce qu'ils allaient faire le lendemain ou la semaine d'après, de ce qu'ils font comme sport ou comme musique, comme travail. On peut parler, je ne sais pas si on peut parler politique au Maroc, mais en tout cas, on peut discuter, quoi. Oui. D'habitude, if you have a calm voice, vous parlez comme c'est comme ça que ça se fait tout le temps, c'est pas un problème. These aren't the droids you're looking for. C'est pas compliqué. La plupart des patients ont peur de la douleur. Il faut les rassurer quand ça fera pas mal. La plupart des patients, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Une rassurance de leur expliquer ce qui va arriver. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. La première fois que j'ai vu du Voilante, on avait dit que ça marcherait que pour les Canadiens et les Chinois parce qu'ils ne se plaignent pas, ils ne bougent pas. Alors que nous, en France ou alors au Maghreb, on fait oulouloulouloulou, on va paniquer et c'est complètement faux. Quand on discute et quand on explique ce qu'on fait, on n'a rien à cacher. On n'est pas le grand docteur qui sait tout et le patient qui doit se taire. Donc il faut parler en fait, pas de problème. Exactement. C'était la même histoire avec les Américains. Les Américains disaient vous pouvez juste faire ça au Canada. Nous autres aux États-Unis, on est complètement différents. C'est pas possible. C'est vrai. Just human. On vient de la France, de l'Angleterre, de la Chine. Donc, je crois qu'on est arrivé à la fin. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je tiens à vous remercier énormément pour votre conférence, pour votre présence, d'avoir répondu présent. Et donc, c'est de la Société marocaine de chirurgie de la main. Donc, je remercie aussi les présents, l'assistance qui était variée, nationale mais aussi internationale. Donc, nous avons eu des confrères d'Égypte, de Tunisie, d'Algérie, d'Afrique. Donc, nous sommes très ravis et nous vous remercions encore une fois. Et donc, si Céline, tu as un mot à dire.
en clôture par la suite. Écoute, moi, je ne peux que remercier les orateurs sur ce thème fort intéressant. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses. Je connaissais la technique par ouï-dire sans plus, mais maintenant, vous m'avez éclairé et je pense ne pas être le seul. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine. Merci à tous. Moi, je Merci. vous remercie tous et vous avez un prince avec Dr. Kamal Rafiki, hein? Donc, Je suis professeur Lalonde. Bravo, Kamal. on a Salut. eu ces ressources. Très bien.